je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Sophie Dill de m'avoir contactée pour présenter cette recherche qui a été faite en grande partie pour comprendre ce qui se passait du côté des jeunes suivis par la PJJ avec le web. Alors je commence par me présenter pour que vous compreniez un petit peu. Vous avez plus souvent l'habitude d'avoir des psychologues devant vous. Moi je suis, disons que les méthodologies que j'emploie sont des méthodologies sociologiques. Je me situe dans le champ interdisciplinaire, on va dire, à l'université, qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. L'originalité de la recherche que j'ai menée, d'un point de vue, on va dire, académique et du point de vue des sciences de l'information et de la communication, c'est d'avoir travaillé avec des psychologues. Voilà, donc mes champs de recherche personnels concernent principalement les jeunes, leurs pratiques médiatiques, leurs pratiques numériques, et du coup ça m'amène aussi à réfléchir un peu aux contenus sur lesquels les jeunes sont les plus présents, et notamment sur les questions, sur la télé-réalité, mais aussi sur les réseaux sociaux, et aussi sur un certain nombre d'émissions qu'ils connaissent bien. Non, c'est gentil. Je pense que vous m'entendez bien, je pense. Et les émissions qu'ils connaissent bien et que les adultes ne connaissent pas forcément toujours. Certaines émissions de télé-réalité où, notamment, touche pas à mon poste. Je viens de faire paraître avec Angélique Gozlan, qui est psychologue et qui a travaillé sur cette recherche, c'est-à-dire qui a participé aux entretiens, une partie des entretiens avec moi, un ouvrage, donc aux éditions InPress, qui est vraiment un ouvrage qui a été fait pour les éducateurs. Alors, c'est évidemment un compromis entre l'écriture universitaire et puis la volonté aussi de vulgariser et de proposer non seulement des éléments de résumé, de synthèse des résultats, mais de proposer aussi deux points de vue de psychologues qui ont participé aux entretiens et donc qui essaient de comprendre ce qui se passe avec les images. Les images les plus puissantes, on va dire, celles qu'on a fini par appeler les images trash, je vous dirais comment on peut qui sont en fait des images violentes, sexuelles ou haineuses. Et puis une troisième partie de l'ouvrage propose des pistes éducatives qui sont déjà expérimentées par un certain nombre plutôt dans le registre, enfin par des éducateurs mais aussi par des psychologues. Et j'ai pu publier un article dont j'étais très contente de la proposition qui m'en avait été faite pour les cahiers de la justice. Donc j'imagine que vous connaissez cette publication et qui a été pensée vraiment autour des jeunes, comme vous dites, en conflit avec la loi. Le cadre théorique, c'est important pour éviter les malentendus. Je me focalise, et ça m'est reproché parfois par des psychologues, parce que c'est pas très bien vu en fait de travailler sur les images violentes. On m'a reproché récemment de ne pas être très positive, de m'intéresser, d'oublier les émotions positives qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce à quoi je pense que l'une des réponses les plus justes, ça serait que c'est effectivement les images violentes, l'intérêt qu'elles ont. Je ne dirais pas qu'elles entraînent nécessairement des émotions négatives d'ailleurs, elles peuvent entraîner aussi des émotions positives, mais en tant que sociologue, je ne pense pas trop dans ces termes binaires entre le positif et le négatif. Les émotions, c'est particulièrement complexe, on peut avoir du positif et du négatif en même temps. Mais je pense que ma préoccupation sur les questions de violence est liée à la question de la loi, en fait. De quelles sont les lois qui sont mises en œuvre. Donc c'est une vision plus politique, en fait. Dans les images de violence sont en jeu, en fait, des questions de loi, des questions de rapport à l'État, des questions de droits des individus, des questions de soumission, de domination, qui sont des questions qui me semblent assez importantes, mais qui, d'un point de vue, qui est le mien aussi,
socialisation des jeunes par les médias sont particulièrement pertinentes. Ensuite, je pense aussi qu'il faut se méfier de ceux qui prétendent être du côté des émotions positives, parce que on sait que l'injonction à la positivité peut aussi être l'apanage de systèmes, on va dire pour faire vite, de systèmes autoritaires, de systèmes totalitaires. Je veux dire, il n'y a pas un devoir de sourire, il n'y a pas un devoir d'être heureux, même si nous vivons dans des sociétés où ça devient de plus en plus compliqué de le dire, hein, puisque voilà, chacun étant censé être maître de son destin, celui qui n'est pas heureux quelque part est un loser. Voilà. Donc, voilà. Donc, première chose, c'est ce positionnement sur les questions de violence qui m'intéresse. Elle m'intéresse notamment, comme je le rappelle là rapidement, par rapport à un sociologue qui a travaillé sur l'hypothèse qu'il appelle l'hypothèse de la pacification des mœurs. Alors vous allez me dire, Madame tout à l'heure rappelait que parfois on a peur dans la rue. Donc qu'est-ce que c'est la pacification des mœurs? C'est cette longue tendance multiséculaire en Occident qui vise, je dirais, à désarmer les individus et à constituer des États qui ont, entre guillemets, comme disait Max Weber, le monopole de la violence légitime. Donc c'est ça le mouvement de pacification des mœurs, et sur les plateformes numériques se jouent des choses qui sont un peu différentes. La sociologie de la réception, c'est très important, quand on travaille sur les médias, de comprendre qu'on n'est pas sur une hypothèse d'effet qu'on appelle en sociologie d'effet direct. C'est-à-dire que travailler sur la réception des images violentes ne présuppose absolument pas que parce qu'on regarde un film violent, on devient violent. Que parce qu'on regarde un film drôle, on devient drôle, n'est-ce pas? Que parce qu'on regarde un film pornographique, on va forcément violer toutes les filles, etc. Cette idée du passage à l'acte direct, si vous voulez, elle est invalidée depuis plus de 70 ans, on va dire, dans la sociologie de la réception. Donc c'est évidemment pas de ce côté-là qu'on va se situer. Pour autant, ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas d'importance. C'est un répertoire culturel, c'est un répertoire d'identification. Voilà. Donc, voilà, je les aborderai de cette façon. Et il n'y a pas non plus d'effet direct au sens où ce que nous savons là aussi depuis 70 ans, c'est que le rapport aux médias et au contenu et au message médiatique est médié par tout un ensemble de médiations sociales. Qui sont les parents, qui sont les pères, qui sont les personnes qui comptent. Hein, donc, je ne sais pas si je dois dire les enseignants, mais dans un sens, pour un certain nombre de jeunes, bien sûr, les enseignants, les éducateurs. Voilà. Ces médiations-là sont extrêmement importantes et elles sont déterminantes. Et voilà, c'est pas original, mais il faut le rappeler que ça se ressent dans l'orientation de la culture des adolescents, la façon dont les parents, encore une fois, les personnes qui comptent ont pu mettre en place des relations avec les médias. Et c'est aussi pour ça, je dirais, que j'étais étonnée, fréquentant depuis quelques années, en fait, les milieux de la PJJ, notamment parce que j'ai proposé des formations plus régulièrement à la PJJ. Grâce à cette enquête, j'ai rencontré un grand nombre d'éducateurs. J'étais étonnée de la faible place qu'occupe la culture médiatique aujourd'hui dans les protocoles éducatifs, dans les dispositifs éducatifs dont se sert la PJJ. Les médias, je pense que le rapport, donc j'ai parlé des médiations sociales, ce qui est aussi très très important, et donc on est assez bien placé en infocom, donc en sciences de l'information et de la communication pour en parler. Ce qui est très important, c'est de comprendre aussi quelle est la logique qui est le moteur en fait des médias, et particulièrement aujourd'hui des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Puis on pourrait ajouter évidemment dans Google, YouTube, Snapchat, etc. Quelle est l'économie qui dirige, qui oriente les offres de programmes
Et ça devient particulièrement urgent aujourd'hui, étant donné l'ampleur que prennent ces offres médiatiques dans nos vies sociales. Alors, ce que je vais essayer de... Voilà, je vous propose de respecter ce plan, c'est-à-dire je vais d'abord vous expliquer un peu rapidement la recherche donc, sur la réception des images trash. Ensuite, quelles sont les stratégies spécifiques qui m'apparaissent au vu de cette recherche comme spécifiques des adolescents en conflit avec la loi, suivi par la protection des lycéens et jeunesse. Et puis, enfin, j'aimerais vous faire part à la fois des diagnostics posés par les éducateurs que j'ai rencontrés, diagnostics sur les jeunes, mais aussi diagnostics sur leur propre possibilité d'agir sur ces questions, et les pistes éducatives, je serai très brève, mais sur lesquelles il serait important qu'il serait important de développer, en sachant que je ne vais pas seulement innover, il y a un grand nombre de pistes qui existent déjà. Je vous ai parlé de l'ouvrage qui témoigne de pistes qui sont déjà expérimentées. Et on a en France, je crois qu'on a quand même la chance aussi en France d'avoir, depuis, on va dire, une dizaine d'années ou un peu moins, un volume très très important d'offres de contenu qui relèvent de l'éducation aux médias et à l'information. Simplement, cette offre très abondante, elle n'est pas forcément très très connue, parce que c'est tout le problème du web. Je vous entendais parler des archives tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses. Ensuite, encore faut-il savoir que ces choses-là existent. Et ça nécessite des formations en réalité en présentiel, des discussions. Voilà, on va compter uniquement sur les GAFA pour les vulgariser. Alors, la recherche, avant de vous donner les résultats de la recherche, juste un état des lieux qui n'est pas complètement récent, mais puisqu'il date d'il y a 2 ans, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé. Les 12-17 ans, les adolescents, sont les plus connectés depuis le début en fait de ce qu'on a appelé le web 2.0, c'est-à-dire le début des réseaux sociaux. Et même avant, on avait des sites de blog qui permettaient aux adolescents de publier. Et les adolescents font partie des catégories qui sont allés les premiers sur les fronts numériques, on va dire. La vraie fracture, donc la vraie fracture numérique, elle ne se situe pas tellement entre les adolescents selon leurs milieux sociaux, parce qu'ils sont pratiquement tous internautes et ils ont, de plus en plus sont équipés aussi de connexions personnelles, mais c'est une fracture effectivement générationnelle, au sens où les plus âgés, c'est vrai que chez les plus 70 ans, on a encore un nombre très important de personnes qui ne sont pas du tout reliées à Internet, alors qu'Internet le web pourrait leur rendre beaucoup de services aussi. Voilà, donc un très haut niveau de connexion, et on a 79% des 12-17 ans qui sont sur des réseaux sociaux, et ce chiffre-là, en fait, ne monte pas trop. Donc, en fait, le rapport des adolescents aux réseaux sociaux, il est aussi complexe et il tient compte aussi de l'état de méfiance dans lequel, depuis 3-4 ans, la population commence à comprendre qu'il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait normales sur les réseaux sociaux. Et on voit que, du coup, la courbe qui était très élevée chez les adolescents stagne un peu depuis 2 ans. Mais le grand gap, le grand événement, c'est quand même la diffusion du smartphone dans la poche. Alors, voilà, ça dépend aussi un peu des milieux sociaux, mais ce sont des outils sur lesquels les médiations parentales, notamment, sont assez inefficaces. Les principales plateformes des adolescents, vous les connaissez puisque vous êtes en contact avec eux, c'est Snapchat, c'est Facebook, c'est Instagram. Là, si ça se voit, oui, ça se voit un petit peu mieux. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les adolescents sont l'objet d'une guerre entre 2 grands prédateurs, Facebook et Snapchat. Je ne vais pas vous raconter le détail de cette guerre, mais c'est vraiment passionnant.
Et les adolescents sont vraiment pris au piège en fait, hein, comme une monnaie d'échange très importante entre Facebook et Snapchat. Alors on va voir que Facebook, vous voyez, diminue, particulièrement dans les milieux de classe moyenne. Hein, Facebook devient en apparence, perd beaucoup de présence. Hein, on est en dessous de 40% dans les filières en général. Donc ça, ce sont des chiffres que je peux obtenir grâce à un observatoire auquel je participe en Normandie avec les Sémiens. Donc il se fait sur, j'ai pas mis les chiffres, mais on est sur 6000 jeunes, hein, donc c'est assez significatif. Et ça permet de voir comment évoluent les choses. Donc Facebook est en perte de vitesse, mais en même temps reste quand même présent, et surtout Instagram, c'est Facebook. Donc Facebook compense ou combat Snapchat avec Instagram. Alors les pratiques sur Instagram et sur Snapchat ne sont pas les mêmes. Hein. Sur Snapchat, pour aller très vite, la connexion est permanente. C'est vraiment du média conversationnel, c'est-à-dire que les jeunes sont en permanence en train de s'envoyer des photos à travers Snapchat. Les photos sont censées ne pas être conservées. Le grand jeu entre les ados, c'est évidemment de les conserver, de les screener, de les diffuser, etc. Et sur Instagram, on est sur des pratiques qui sont différentes, où les jeunes, en tout cas les jeunes, je ne parle pas des jeunes du PJJ, mais en général, disent qu'ils laissent très peu d'images d'eux. Donc c'est un espace qui est beaucoup plus contrôlé. Donc c'est pas du tout les mêmes espaces. Ce qui était intéressant dans l'enquête sur la réception des images violentes par les adolescents, ce qui était intéressant, c'était la diversification sociale. C'est-à-dire, c'est très important de pouvoir, enfin, c'est une des méthodes pour trouver des résultats, c'est d'opposer des milieux sociaux très différents. Et donc, nous avions un groupe de jeunes recrutés dans des milieux favorisés, un groupe de jeunes recrutés dans des milieux populaires, avec dans ces milieux populaires, en fait, étaient d'orientation culturelle assez proche des jeunes que j'ai pu rencontrer comme étant des adolescents en conflit avec la loi. C'était assez homogène sur le plan culturel, mais voilà, mais c'était des jeunes qui n'étaient pas suivis par la justice et qui étaient dans des filières plus professionnelles. Et puis voilà, donc trois groupes assez équilibrés, hein, autour d'une trentaine, un tiers dans chaque groupe. La méthode d'enquête, c'était une méthode où voilà, j'ai procédé à des entretiens, quand je le pouvais, des entretiens en petits groupes, puis des entretiens individuels, qui ont permis de faire les différences entre ce qui se passait dans le collectif et ce qui se passait en individuel. Les paroles n'étaient pas forcément les mêmes. Et dans les ateliers que j'ai pu mener la deuxième année, un grand nombre de ces ateliers ont été réalisés dans des centres liés à la PJJ ou à la zone. Les hypothèses de la recherche, c'était, encore une fois, ce n'était pas l'idée qu'on regarde, on agit, mais c'était l'idée d'une fragilité, néanmoins, d'une vulnérabilité accrue par la confrontation à des images violentes, sexuelles ou haineuses, parmi d'autres facteurs de vulnérabilité que vous connaissez bien. La deuxième hypothèse, c'était que le rapport à l'écrit pouvait être un outil important d'autonomisation vis-à-vis des images, de distanciation. Et la troisième hypothèse, c'était qu'il y avait la possibilité de travailler sur ces images dans un contexte éducatif. Alors, puisque je veux résumer les résultats, je dirais que le premier résultat, l'un des résultats très importants, c'était justement d'essayer de qualifier les stratégies. Alors j'ai dit parfois modalité de réception, parfois stratégie. En fait, on peut aller jusqu'à dire qu'il s'agit de stratégies. Les stratégies de réception des images par les adolescents, et de montrer qu'il y avait une diversité d'attitudes. Il y a, donc, nous en avons défini 4. L'une qui est l'adhésion, l'adhésion aux images. Qu'est-ce que nous avons appelé ainsi? C'est le fait d'être capté par une image, d'être éventuellement, ça peut aller jusqu'à être obsédé et
ressentir l'envahissement par l'image, mais ce n'est pas forcément toujours, voilà, ensuite il y a évidemment des variantes selon la sensibilité des adolescents. Le deuxième critère qui était très important, c'est la difficulté à analyser le sens de l'image. C'est-à-dire que c'est un peu normal aussi, quand on regarde une image et qu'on est surpris, c'est un peu normal d'être dedans. Ensuite, ce qui va faire la différence entre les adolescents, c'est ceux qui vont pouvoir expliquer déjà leurs émotions, expliquer ce qui se passe dans cette image. Et donc la verbalisation est une forme de construction d'autonomie. Et au contraire, d'autres qui étaient tellement captés qu'il n'y a rien à dire, l'image elle est là. Et là, voilà, et les jeunes qui étaient les plus, qui trouvaient qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, étaient souvent ceux qui étaient aussi insensibles aux violences qui étaient donc représentées et à la situation des victimes. Je vais détailler un petit peu ça. Ce que je vais montrer, c'est qu'à l'intérieur, en avançant dans la recherche, j'ai essayé de distinguer à l'intérieur de cette catégorie d'adhésion différentes formes d'adhésion. Donc je vais y revenir avec des exemples. Une adhésion par dissociation qui est très utilisée, je dirais, qui caractérise beaucoup les joueurs de jeux vidéo, qui disent oui, c'est pas parce que ça se passe dans GTA que je vais le faire dans la vie, ça n'a rien à voir. Le fait de dire... Michel Foucault utilisait l'expression d'hétérotopie, c'est un peu ça. L'idée qu'il y a des lieux où il se passe des choses complètement différentes de la vie sociale, et puis donc on dissocie. Donc on n'est pas complètement... Il y a l'adhésion par sidération, donc elle c'est le contraire, c'est le fait d'être dedans, plongé dedans, y compris quand l'image s'est arrêtée. L'adhésion que j'ai appelée par ivresse, par enivrement, pourrait dire, l'enivrement des images. Et puis l'adhésion qui conduit à accepter la logique punitive de l'image. À côté de l'adhésion, je dirais en opposé complet, même si évidemment sur chaque jeune c'est plus compliqué que ça, il y a parfois des traces d'autonomie chez des jeunes ou des traces d'adhésion chez des jeunes qui sont autonomes, considérés proches du profil de l'autonomie. L'autonomie, on va dire que c'est ce que l'on peut chercher comme objectif éducatif. L'autonomie, c'est associé à l'idée d'émancipation. Qu'est-ce que ça veut dire, une émancipation par rapport aux images? Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'en verra jamais, parce que ça, malheureusement, l'enquête que j'ai menée montre que tous les jeunes sont exposés à ces images-là. Donc c'est pas forcément celle-là. L'idée, c'est que ce soit des jeunes qui soient capables d'analyser l'image à leur façon, mais en même temps d'une façon qui puisse être argumentée, pas simplement un stéréotype qu'on va répéter, donc une pensée agissante par rapport à l'image, une capacité de penser et d'exprimer un sens des images, une capacité aussi à rendre compte de ses propres émotions vis-à-vis des images, et une réflexivité sur ses pratiques. Alors, voilà, donc le fait de pouvoir en parler, en général, c'était associé aussi au fait de pouvoir parler de son comportement avec ces images, de ce qu'on pensait du fonctionnement du réseau, etc. Les deux autres stratégies sont assez répandues, en fait, et notamment celle que nous avons appelée évitement. Alors, il y en a une qui est moins répandue, c'est l'indifférence. Mais elle existe aussi. L'indifférence, c'est dire, bon, de toute façon, il y en a tellement, qu'est-ce que je peux faire? En fait, l'indifférence va aussi avec un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, il y a un fil qui m'amène tous les jours ou toutes les semaines, qui charrie des images, voilà, que je ne veux pas spécialement. Bon, qu'est-ce que je fais? Je défile très vite. Et vous savez que pour contrer cette stratégie, les GAFA, ils ont changé un peu depuis, mais on fait que les images s'ouvrent toutes seules. C'est-à-dire que rien que de passer dessus, l'image s'ouvre. C'est un peu pour contrer ce genre de stratégie. Et puis la dernière qui est l'évitement, qui en fait est une stratégie beaucoup plus répandue que je ne le pensais. C'est-à-dire la captation, et c'est la caractéristique de l'être humain, c'est que c'est pas parce qu'on propose quelque chose que ça va susciter l'envie, ça suscite l'envie, ça suscite aussi le rejet. Donc l'évitement, c'est un rejet qui peut être assez systématique,
de certaines images. Donc si on évite certaines images, ensuite l'évitement, ça peut être aussi une branche, je dirais, de l'autonomie, des conduites d'autonomie, mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire on évite tellement ces images-là qu'en fait, par crainte de l'adhésion, en fait, par crainte de la puissance de l'image, qu'on ne peut en fait pas en parler. Et donc ceux que nous avons caractérisés comme proches de ce profil, c'était des jeunes qui évitaient, mais à force d'éviter, ou avec leur évitement, il n'y avait aucun discours personnel sur ces images. Et c'était particulièrement le cas, mais pas seulement pour eux, mais particulièrement le cas des jeunes qui promouvaient un principe moral, et donc c'est des jeunes qui évitaient, souvent des filles, mais pas seulement, qui disaient éviter toute image qui rappelle la sexualité. Il y a aussi des hybridations. Et celle qui nous a le plus frappé, c'est l'hybridation consistant à avoir une attitude plutôt d'adhésion aux images de violence et plutôt d'évitement des images sexuelles. Alors ensuite, sur l'évitement des images sexuelles, le protocole, c'est un protocole qui s'appuie sur les déclarations des jeunes. Donc on peut toujours dire oui, mais est-ce qu'ils le font vraiment, etc. Moi, mon principe, c'est de partir des discours. Donc je considère que le discours est quand même très significatif des comportements. Ensuite, qu'il puisse y avoir des écarts, ça fait partie aussi de la liberté individuelle. Mais cette association entre adhésion aux images de violence et évitement des images sexuelles que nous avons rencontrées auprès d'un certain nombre de jeunes femmes particulièrement, et aussi un peu de garçons, elle est un peu problématique en fait, parce que elle caractérisait des formes de posture que j'ai appelées parfois rigorisme. J'avoue que j'ai hésité entre rigorisme et intégrisme. Des postures qui pouvaient relever d'une forme de radicalisation. Je vous montrerai tout à l'heure avec un exemple encore. Alors, pour se concentrer davantage sur le groupe que j'ai appelé parfois le groupe 03 dans la typologie, et qui est donc les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui était frappant, et donc c'était important pour moi de pouvoir les comparer à d'autres jeunes du même âge, voire issus des mêmes milieux sociaux. Certes, il y a des cultures médiatiques qui sont partagées. Ils sont donc les blockbusters nord-américains font partie de la culture mainstream, la culture partagée par les jeunes. Un certain nombre de séries, de dessins animés humoristiques, de jeux vidéo les plus vendus, de sport ou d'action, et évidemment les plateformes. Mais c'est un peu le problème, c'est que les plateformes comme YouTube, Facebook, Snapchat, on pourrait ajouter Instagram, c'est pas parce qu'on va sur la même plateforme qu'on regarde le même contenu. Et donc aujourd'hui, ça ne veut plus forcément dire grand-chose. En revanche, un certain nombre de références montrent une polarisation des cultures sur des objets, des contenus qui sont différents. Je vais me concentrer sur les jeunes que vous suivez, les jeunes suivis par la PJJ. Ce qui m'a frappé, d'abord, parce que je ne m'attendais pas, je ne connaissais pas ces adolescents-là, c'était la première fois que je faisais une enquête auprès de ces jeunes. Ce qui m'a frappé, c'est l'intensité de leur rapport, je dirais, affectif et émotionnel au contenu médiatique. Voilà. Je ne m'y attendais pas. Ce sont des jeunes pour qui, il y a un jeune qui il m'a fait ce geste, il m'a dit la télé-réalité, c'est ça. C'est-à-dire, on l'a dans les veines, il m'a dit. On l'a dans les veines. Donc voilà, ce niveau d'attachement, de porosité aussi, parce que c'est ça que ça veut dire, de porosité au contenu médiatique, je ne l'ai pas rencontré dans d'autres contextes. Rapport intense, donc à la télé-réalité, au rap aussi. Un jeune qui était un peu, dans l'expression, paraissait un peu déstructuré, avait du mal à suivre une phrase. Tout d'un coup, il me dit une phrase, donc je l'écris. Et puis nous avons cherché cette phrase. Et cette phrase, c'était une phrase de rap, d'un texte de rap. Donc pour dire l'importance de ces textes pour eux, l'importance de cette culture, et du coup le fait que je suis d'autant plus étonnée que ce matériau-là auquel ils sont attachés et sur lequel ils passent une grande partie de leur vie ne fasse pas partie des objets privilégiés des éducateurs, même si
même si j'y reviendrai, je peux comprendre aussi les appréhensions. C'est pas facile d'aller sur un objet qui est, comment dire, justement très puissant, pour lequel les jeunes ont une grande affection. J'avais même suivi une jeune femme qui était éducatrice et qui voulait faire son mémoire là-dessus, sur l'éducation aux médias. Et ce qu'elle me racontait, c'est que pour se détendre, pour détendre les relations entre éducateurs et jeunes, le soir, on regarde ensemble les films que les jeunes choisissent. Et est-ce que ça donne lieu à discussion après sur la nature voilà, de ce qui se passe, sur le récit, non, ça donne juste lieu à une fusion. Je ne critique pas, si vous voulez, enfin je critique en même temps. C'est-à-dire que c'est quand même problématique que sur un certain nombre de films qui sont complètement au cœur de l'imaginaire de la délinquance, il n'y ait pas de travail éducatif. Voilà. Et il n'y a pas de travail éducatif parce qu'au contraire, ça vient fusionner, créer un sentiment de proximité que je comprends. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire le contraire non plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas un jeune qui regarde la télé-réalité en permanence, il ne s'agit pas de lui dire que c'est nul. Ça servirait strictement à rien. Il faut arriver à... Voilà, comment est-ce qu'on arrive à en parler et à créer un peu de distance par rapport à ces modèles-là, sans en rajouter dans la complaisance, je dirais, avec ça. Alors, je vais vous montrer quelques images, je suis désolée, mais je suis un peu obligée, je le fais très peu. Et comme vous êtes des adultes très sensibles, je vous préviens. Donc, les images qui m'ont été... les images qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Alors, l'enquête s'est passée entre 2015 et 2016. Depuis, les GAFA racontent tous les jours qu'ils font très attention, qu'ils détruisent énormément de comptes, etc. J'avais une étudiante il y a 2 jours qui me disait qu'elle était encore traumatisée. Bon, il ne faut pas prendre ça forcément au pied de la lettre, mais elle était encore traumatisée par une image qui avait circulé sur son compte Snapchat, dans lequel, par vengeance, dans une vengeance de gang, un homme arrachait le cœur d'une autre personne, arrachait le cœur vivant. Donc bon, voilà. Elle m'a dit, cette image-là, évidemment, je ne la voulais pas, etc. Donc sur Snapchat, on a très peu d'informations sur ce qui est aujourd'hui le plus présent entre les adolescents, c'est Snapchat. C'est ce réseau-là, on a très peu d'informations sur ce qu'ils font. D'ailleurs, vous remarquez qu'on entend un peu Facebook, parce qu'à force, 2 milliards, ils revendiquent 2,7 milliards de comptes, donc on peut comprendre qu'on les entend un petit peu. Snapchat, pas du tout, alors que c'est le réseau numéro 1 aujourd'hui et depuis 3 ans auprès des adolescents. Voilà. Donc des images de propagande de Daesh, des images liées au conflit israélo-palestinien, sur lesquelles, qui sont présentées comme des images de violence israélienne, des images d'enfants syriens, des images d'exécution, des images de suicide, du harcèlement aussi contre les handicapés. C'est très très fun sur Facebook de se moquer des handicapés, c'est toujours très drôle. Des handicapés qui tombent de la balançoire, etc. Des images d'accidents, des messages racistes, anti-musulmans, antisémites, des violences contre des clandestins, et puis beaucoup d'images sexuelles. C'est-à-dire que le réseau, donc pour moi ça a été un étonnement, en tout cas en 2015, ça a été un étonnement, parce que on avait un discours de Facebook qui prétendait être un safe harbor, c'est-à-dire un lieu où très pudibond, vous savez que Facebook est réputé très puritain, qui ne supporte pas l'origine du monde courbé. Mais par contre, les adolescents disaient qu'ils avaient vu des images pornographiques sur Facebook, qu'ils avaient vu même, il y en a qui m'ont dit, des images de pédophilie, etc. Ensuite, les images sexuelles, ils ne les trouvent pas seulement sur les réseaux sociaux, ils les trouvent aussi sur d'autres sites, et en particulier sur tous les sites de téléchargement gratuit. C'est la première rencontre pour les filles, en tout cas, c'est sur les sites de téléchargement gratuit, et elles s'habituent à soit regarder juste au centre de l'image, soit fermer, comme on dit, on commence par fermer toutes les petites croix. Bon. Donc c'est une fréquentation qui se fait d'abord comme ça. Alors là, c'est les images un peu hard qu'on peut trouver. Le carnage,
des photos d'égorgement, de décapitation, des violences policières, alors en Turquie, au Maroc, etc. Bon, j'arrête avec ça, j'en ai pas mis d'autres, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est des images qui sont effectivement non filtrées. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de recherches, enfin, on commence à avoir un peu de recherche sur le travail de la modération, puisqu'il y a des personnes qui sont payées à enlever toutes ces images-là des réseaux sociaux et qui sont dans un état assez psychique, assez grave. Il y avait un très beau documentaire sur Arte qui est passé, qui s'appelait The Cleaners, j'espère qu'ils vont le repasser. Les images, les rencontres avec les images sexuelles, c'est les sites de téléchargement, c'est les sites spécialisés aussi. Bon, j'y reviendrai. Ce qui m'a frappé, j'avoue que j'étais étonnée, mais je pense que j'ai eu déjà beaucoup de difficultés. J'aurais dû remercier d'ailleurs Luc-Henri Choquet d'avoir soutenu cette recherche, parce que ça a été quand même assez long et compliqué d'obtenir toutes les autorisations pour réaliser les entretiens et pour s'intéresser à cet objet-là qui pose problème dans la société française. La circulation des images violentes. Si j'avais rajouté la dimension de la religion, je crois que j'étais pas prête je parle de 2014, j'étais pas prête d'obtenir les autorisations. Mais elle est venue du terrain, cette question de la religion comme protection, et je pense qu'il faut vraiment moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est-à-dire dans un monde qui paraît complètement dérégulé, la religion, c'est ce qui vient mettre un peu d'ordre dans tout ça. Sauf que ça pose aussi beaucoup de problèmes, parce que ça crée en apparence de l'ordre dans la tête, mais ça crée énormément de violence aussi contre les filles, parce que les filles, elles ne sont pas que religieuses, si tant est que elles sont partagées entre une injonction, une nécessité d'apparaître, de paraître séduisante, d'être sur le marché de la sexualité, et en même temps de protéger leur pudeur, et donc c'est très très compliqué. Bon, beaucoup de messages racistes, je suis assez... Alors, ce qui est frappant, c'est j'ai rencontré, ça c'est la dimension positive, donc il faut la souligner. Le résultat positif de la recherche, c'est que nous avons rencontré des pratiques autonomes, des stratégies d'autonomie, d'émancipation vis-à-vis des images, dans tous les groupes. C'est des stratégies qui s'appuient sur des ressorts différents selon les milieux sociaux, plutôt l'intellectualisation dans les milieux favorisés, plutôt l'empathie dans les milieux populaires. Je vous évoquerai aussi ce que j'ai pu observer chez les jeunes suivis par la PJJ. Mais de façon plus générale, on peut dire qu'il y avait quand même, alors c'est une enquête qualitative qui ne prétend pas donner de pourcentage, mais on avait quand même une polarisation plus nette chez les jeunes des milieux, les jeunes en conflit avec la loi, étaient beaucoup plus dans le profil de l'adhésion aux images violentes. Les milieux populaires, les jeunes de milieux populaires de notre échantillon étaient beaucoup plus dans l'évitement rigoriste avec un interdit appuyé vis-à-vis du sexuel. Et puis le groupe, les milieux favorisés étaient beaucoup plus dans l'attitude d'autonomie par intellectualisation ou par indifférence. On avait beaucoup moins d'empathie. Alors, par exemple, un exemple d'un jeune, moi j'ai trouvé que c'était de l'autonomie, ensuite ça vous donne un peu une idée de ce que nous avons considéré comme ça. C'est un jeune qui était capable d'expliquer ce qui lui avait déplu dans une blague qui circulait sur son réseau social, donc c'était sur Facebook. Il voyait, il a vu quelque chose, un petit film qui était présenté comme une blague, au départ donc une blague, et puis un accident, et une femme qui se retourne et qui se retrouve renversée. Alors, il a été capable de dire ça. Il s'est dit, ça ne m'a pas fait peur, ça ne m'a pas choqué, mais voilà, franchement, j'ai dit, le gars, il est complètement débile parce qu'il a filmé pendant ce temps-là. Vous voyez, l'autonomie, il n'est pas dans l'image, il est dans la réflexion sur celui qui a posté l'image. Et ça, ce genre de distanciation, c'est déjà quelque chose d'important.
Et ensuite, il a dit, ben voilà, du coup, moi j'ai arrêté de voir Facebook. Bon, c'est peut-être un peu rapide de dire qu'à cause de ça, on sort de Facebook, mais pourquoi pas. Et il a évoqué aussi le fait que sur Facebook, il avait vu une fille qui se faisait violer. Il dit, c'est pas mon délire, c'est pour ça que j'ai arrêté toutes ces bêtises. Et donc, il dit qu'il veut plus voir ces images. Ce jeune avait donc un discours qui était assez construit autour de ces images, et en même temps, il y avait un lien que j'ai appris après avec son problème de conflit avec la loi, c'est que lui-même avait été suivi pour des agressions sexuelles. Et donc, il y avait une réflexion, et pour moi, on sentait que l'accompagnement par l'éducateur l'avait conduit, alors peut-être pas forcément directement, mais l'avait conduit lui à construire cette distance. J'ai rencontré d'autres formes d'autonomie aussi, par exemple des apprentissages techniques, des jeunes. Bon, je dirais que c'est quand même le degré, pour moi, le degré 0 de l'autonomie, mais enfin degré 1, on va dire. Degré 1 de l'autonomie, c'est l'autonomie technique. Parce que l'autonomie technique, sur laquelle un certain nombre de rapports ont mis beaucoup l'accent, en fait, ne prédit en rien une autonomie en termes d'analyse de contenu, d'analyse du sens des images. Bon. Mais il n'empêche que c'est quand même important de savoir que des jeunes, et vous le savez forcément, suivis par la PJJ, peuvent être capables d'apprendre tout seuls sur Facebook comment on construit un ordinateur, comment on réalise un certain nombre de manipulations d'ordre informatique, donc ils apprennent, on va dire, des cours d'informatique mais aussi comment débloquer un smartphone, mais aussi, alors c'est un peu sur le même plan, mais aussi comment utiliser le calage. Il y a un jeune qui m'a expliqué qu'il y avait des super vidéos sur YouTube pour ça. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait vraiment besoin de savoir comment utiliser le calage, il m'a dit que ça peut toujours servir un jour. C'était pas un jeune qui était dans une... Il m'a dit oui, ben, voilà, c'est pour ça que je veux faire l'armée. Enfin, c'était pas, je n'ai pas senti qu'il souhaitait en faire un usage immédiat, mais vous voyez, voilà, c'est aussi ça. Et puis, une jeune femme assez impressionnante qui avait une déconstruction des vidéos selon la question du machisme, de la violence de genre, qui était très impressionnante et qui, elle, était en EPM. Et il y a aussi la vulnérabilité. La première vulnérabilité, c'est l'attraction pour les images violentes. Ils sont attirés par ces images et donc ils en voient beaucoup. C'est ceux qui m'ont raconté que tous les jeunes sont exposés à des images sanglantes, de propagande, etc., d'accidents, etc. Mais eux, il y a une curiosité particulière, il n'y a pas de frein non plus. Donc, et puis il y a une dimension certainement aussi de défi, hein, parce qu'on s'envoie aussi entre bandes, on s'envoie ces images-là, et donc il faut les supporter. Donc une espèce de concurrence virile à s'échanger des images très dures. Donc curiosité. Il y a aussi, alors c'est ça qui nous a surprise avec les psychologues, il y a une dimension traumatique qui semble ne pas avoir été interrogée au préalable. C'est-à-dire, il y a des jeunes, par exemple Mustapha, qui regardait des suicides, qui avait une propension à regarder des images de suicide. On avait l'impression, vrai ou faux, hein, que personne ne lui en avait parlé avant. Or, s'il regarde de façon compulsive des images de suicide, ensuite il a pu raconter qu'il allait chercher dans la cité, dès qu'il y a un suicide, il va voir, il est très choqué, il raconte, etc. Mais cette compulsion à regarder, ça ne produit pas du tout d'autonomie ou d'émancipation, bien sûr. Ça vient renforcer simplement encore le traumatisme. C'est lié au traumatisme. Et ça semble assez peu travaillé. Et ce n'est pas le seul jeune qui nous a parlé d'accidents très violents auxquels il avait assisté ou de suicides, sans apparemment qu'il y ait un travail éducatif autour de ces questions. L'autre chose, c'est les différentes formes d'adhésion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, l'adhésion par dissociation. Alors, l'adhésion par dissociation, ça peut être juste des jeunes qui disent « j'adore GTA, mais je sais très bien que c'est pas la réalité ». Bon. Mais vous voyez, je leur ai montré ce genre d'image, plutôt dans les ateliers, ça, avec cette description-là en haut. Hein. Voilà, donc c'est une image de GTA.
et avec le texte qui explique ce qu'est la mission en question. Il y a un des jeux, enfin voilà, et les jeux, on va dire, les joueurs de jeux vidéo, ils rentrent dans le jeu tout de suite quand ils voient ça. Ils sont dans le jeu. Donc analyser l'image, analyser la mission. Il y a un jeune, bon alors c'était un jeune un peu particulier, mais passionné par ce jeu, qui était tellement heureux quand il a lu cette image, parce qu'il était en EPN, il était très très heureux, il a commencé à me décrire la carte graphique qu'il avait achetée. Il m'a dit, mais c'est, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, il était dans le plaisir esthétique. Et alors que c'était un jeune à la fois qui avait commis un acte extrêmement grave, mais qui, ça je l'ai appris après, mais qui était dans une hyper moralisation tout le temps de les jeunes ce qu'ils font c'est pas bien, etc. Et là il était absolument incapable de me parler de la mission et de son point de vue sur la mission qui consiste donc à tirer sur des sans-papiers. Autre forme d'adhésion, l'adhésion par sidération. Alors, l'adhésion par sidération, ces jeunes qui, sans limite, vont chercher les images les plus dures, il y en a un, Adèle par exemple, qui m'a montré le site de goregrich.com, qui est un site de meurtre, principalement, donc alimenté beaucoup par Daesh. Et il a pu me montrer cette vidéo d'un meurtre absolument sans ciller des yeux. Voilà. Il m'a dit, ça ne m'intéresse plus trop maintenant. C'était à peu près tout ce qu'il pouvait en dire. Mustapha avec les suicides, c'était un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, et un autre exemple d'un jeune qui explique, alors voilà, Goregrich, bon je vous l'ai mis en petit donc ça vous épargne beaucoup, mais vous voyez c'est beaucoup de, voilà, c'est différentes formes de... Alors c'est un site qui est hébergé en Russie, mais voilà, qui est écrit, qui est rédigé en anglais. Alors, oui, voilà, exemple, voilà, j'aime trop regarder, alors là, c'est pas en image, c'est un suicide réel, mais qui est alimenté aussi par Kétan. Enfin, il faut que je 5-6 minutes. D'accord. Bon, je pense que ça vous avez compris. Autre forme d'adhésion, l'adhésion jusqu'à l'ivresse. 5-6 minutes, mais je pense avoir 1 heure. Bon. D'accord, ok. Bon. Si c'est 7 minutes, j'accepte. Très bien. Adhésion jusqu'à l'ivresse, c'est l'exemple d'Apollina. Quand Apollina racontait on ne lui avait pas demandé, mais quand elle a commencé à raconter la raison pour laquelle elle était en prison, elle nous l'a raconté, moi j'ai eu l'impression qu'elle me racontait un film, voilà, qu'elle était encore dans la jouissance de la violence contre sa victime. Elle était dans un état de haine contre sa victime qui était quand même très inquiétant parce qu'elle allait sortir 2-3 jours après. Il est possible qu'elle ait fait ça pour nous impressionner, on était deux femmes avec elle. Et voilà, donc elle expliquait qu'elle voulait que la personne saigne, etc., qu'elle avait fait filmer son agression, donc c'est pour ça aussi que ça lui avait coûté cher, et qu'elle aimait, voilà, donc ce qu'elle recherchait, c'était cette position de celle qui est dans la violence, qui n'a peur de rien, donc elle avait un compte sur YouTube et sur Facebook où elle se montrait donc masquée, mais elle se montrait avec des armes, etc. Et donc là, on voit en quoi la violence venait la soutenir, enfin, ces images de violence venaient soutenir une jeune fille qui était à côté de ça très fragile, qui avait subi énormément de violences sexuelles et physiques dans son contexte familial et qui se protégeait comme ça, mais voilà, donc là on est sur une autre forme d'adhésion qui est vécue, je dirais, qui est mise en scène, voilà. Et puis la dernière forme que nous avons repérée, qui est l'adhésion à une logique punitive et qui relève d'une radicalisation cognitive. Alors, radicalisation ici, pas du tout au sens d'une radicalisation pro-Daesh ou pro-terroriste, pas du tout, mais quelque chose qui me semble quand même problématique parce que associé à
à des formes de vengeance contre des filles. Donc là c'est intéressant, le témoignage d'Yves. Il n'est pas forcément dans la violence, lui, quoique. Donc lui, il est à la fois dans le visionnage de la pornographie, enfin c'est ce qu'il dit, consommation d'images pornographiques très fréquente. Pour lui, ça ne pose absolument aucun problème, ça n'a jamais posé un problème. Pour lui, c'était évident, la première fois qu'il a vu ça, c'était absolument évident. Donc il n'y voit pas de violence. Par contre, quand une fille, et surtout si c'est sa sœur ou si c'est sa compagne, porte une jupe courte, ça devient insupportable. Donc là, on voit dans cet exemple le lien qu'il peut y avoir. Et un des jeunes, alors je ne sais plus si c'était exactement lui, mais un des jeunes du même groupe avait été l'ancien petit ami ou avait été petit ami à un moment d'une jeune fille qui avait fini par se suicider. Et cela n'avait suscité chez lui, en tout cas dans ma présence, aucun signe émotionnel. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et lui, Yves, m'en a parlé. Il m'a dit, mais bon, voilà, il y a ses frères qui la poursuivaient parce qu'elle avait une jupe courte, mais bon, moi j'aurais fait pareil. Et donc la fille poursuivie pour sa jupe courte, elle s'est quand même défenestrée. Et je ne sais pas jusqu'où on est tolérant aussi avec ces suicides de jeunes filles, dans quelle mesure c'est pas, dans quelle mesure elle n'a pas été poussée aussi. C'est une question. Voilà, donc beaucoup de violence de la part de filles, verbales, filles et garçons, considérant que oui, une fille qui est sexualisée, une fille dont on a dévoilé l'intimité sur Internet, c'est normal qu'elle se suicide. Et avec parfois des choses qui étaient un peu choquantes, des jeunes filles notamment qui riaient. Bon, alors le rire, pas forcément, ça peut être très ambivalent, mais c'était quand même assez étonnant. Autre forme de radicalisation, mais je pense que Thomas Huchat en parlera probablement plus, c'était un jeune qui revenait d'un stage de déradicalisation et il nous a expliqué qu'en fait, il adhérait, si vous voulez, au fait que Charlie Hebdo, finalement, c'était assez inévitable. Et s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, si Charlie Hebdo n'avait pas publié les images du prophète, à ce moment-là, il n'y aurait pas de terrorisme. Alors, je finis là-dessus. Bon, les hypothèses, je passe. Quelles sont les vulnérabilités spécifiques des jeunes en conflit avec la loi? Premièrement, me semble-t-il, les images trash, ces images violentes, elles véhiculent des discours et des représentations de la loi. Donc, elles sont au cœur de leurs questions, en tout cas de leurs problèmes avec la société. À la fois parce que les images de violence, comme je vous le disais, c'est des formes soit de mise en scène de loi, mais quelle loi? La loi du plus fort, la loi hors état de droit, la loi autoritaire, la loi totalitaire. Les images de sexualité véhiculent aussi des images de mise en scène de rapports sociaux de sexe particulièrement virilistes et souvent violents. Les discours de haine sont aussi des discours qui posent problème par rapport à la loi. Deuxièmement, les plateformes sont des espaces de conflit de loi. Ce sont des espaces qui sont proposés par des sociétés qui sont américaines. Nous avons une grande différence, nous Européens, avec la conception nord-américaine de la liberté d'expression, et le résultat, c'est aussi cette dérégulation qui se produit dans nos espaces publics médiatiques. Il y a une autre forme de conflit de loi, c'est un peu ce dont je parlais avec la radicalisation cognitive. Alors j'ai découvert que ça s'appelait le vigilantisme. Ce sont ces mouvements qu'on appelle parfois aussi de communauté, mais c'est pas des... qui viennent harceler en fait des personnes pour soit un crime supposé qu'elles ont commis, mais finalement entre le crime et puis la jeune fille qui a été exposée, il y a, je ne dirais pas que c'est exactement du même registre, mais on est quand même dans une continuité. L'autre problème, c'est le régime de l'image sur les plateformes numériques. Si les plateformes numériques se sont toutes orientées vers la diffusion d'images, vidéos et photos, mais encore plus vidéos, c'est à cause de la vocation affective. Alors qu'est-ce que ça veut dire affectif pour les plateformes numériques? C'est ce qui fait cliquer le plus.
C'est beaucoup plus rentable pour Snapchat qu'en YouTube, pour Facebook, d'avoir des images parce que ça fait cliquer, parce qu'on agit parfois, j'ai vu des témoignages, avant d'avoir eu le temps de penser. Et même quand on pense qu'il ne faut pas partager, on partage parce qu'on n'est pas content de... Voilà. Donc ça vient prendre... Voilà. Donc vocation affective des images, rapidité du visionnage et suppression de la barrière de la langue. C'est très important pour ces plateformes de trouver des manières de mettre en interaction des individus sans qu'ils puissent parler. Ambivalence aussi de l'image, parce que l'image, elle peut aussi bien dénoncer que promouvoir. Et du coup, d'où la nécessité de s'exprimer, de connaître le contexte de l'image, etc. Enfin, la vulnérabilité des jeunes, de ces jeunes-là, elle est comme pour tous, hein, elle est liée à la construction des fils d'actualité, mais ces logiques de construction viennent desservir particulièrement les jeunes en conflit avec la loi. Pourquoi? Parce que l'individualisation des connexions fait que d'une part, nous ne savons pas ce qu'ils regardent. Je veux dire, chacun reçoit un fil d'actualité différent. Chacun est en lien avec des images qui arrivent par Snapchat ou par Facebook, Instagram, etc., qui sont différentes. Même sur YouTube, même sur Google, aujourd'hui, les informations sont individualisées. Du coup, c'est très compliqué pour les adultes et pour les éducateurs et pour les enseignants de savoir ce que vivent sur les mêmes plateformes des adolescents. Et particulièrement des adolescents dont les réseaux de contact sont justement dans l'entre-soi autour de la valorisation de la violence, de la délinquance, des images de gangsters, etc. C'est ça l'homophilie, c'est-à-dire on se retrouve entre soi, c'est un procédé social qui existe partout, mais sauf que sur les réseaux sociaux, c'est exacerbé et les images qui sont favorisées par les réseaux sociaux, les grands réseaux sociaux, c'est le nombre de vues. Ce n'était pas le cas au tout début de Google, mais aujourd'hui, c'est le nombre de vues. C'est devenu très, très important. Ce qui fait qu'on a des réseaux. J'ai découvert récemment parmi les chaînes YouTube les plus regardées, entre guillemets, en tout cas qui récoltent le plus de vues, vous avez une chaîne comme Lama Fâché qui ne diffuse que du contenu absolument sans intérêt, qu'ils vont plagier, qu'ils vont copier à droite à gauche, mais en partant d'images qui ont déjà eu beaucoup de vues, parce qu'elles ont un caractère un peu choquant. Le profilage des internautes, le fait que ces jeunes-là vont être profilés d'une certaine façon qui va leur amener encore toujours plus d'images de crimes, on va dire, pour faire vite, ou d'accidents, ou de suicides, selon ce qu'ils sont allés regarder, et que l'identité numérique, donc au tout début, il y a 10 ans, on disait aux jeunes, il faut que tu contrôles ton identité numérique. Bon, sauf que précisément, c'est pas possible, parce qu'en fonction de l'identité calculée par les réseaux, c'est une identité qui dépend des amis qu'on a, qui dépend des choses qu'on a regardées, qu'on n'aime peut-être pas du tout, etc. Bon, je vais juste finir sur les pistes. Alors c'est dommage, mais je vous donnerai le PowerPoint sur les inquiétudes, voilà, le point de vue des éducateurs. Alors les pistes me semblent être de 3 ordres. D'une part, l'essentiel, ça serait d'accompagner le travail émotionnel qui est stimulé par les plateformes numériques. Qu'est-ce que c'est que ce travail émotionnel? C'est tout ce qui se passe en amont des plateformes. Les plateformes, ce qui les intéresse, c'est le travail affectif, c'est-à-dire je clique, je partage. C'est ça qui les intéresse. Donc, soi-disant, j'ai vu. En fait, on n'a pas forcément vu, on a cliqué, on a vu. Accompagner ce travail, c'est-à-dire réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a regardé, sans en faire une question de morale, c'est juste une question de réflexivité. Travailler la réflexivité des jeunes, qui existe, qui est déjà tout à fait présente, mais faire en sorte qu'elle ne se retourne pas d'une façon trop culpabilisante non plus contre eux. Travailler sur les images de violence, c'est pas détachable de sa propre vulnérabilité. Pourquoi est-ce qu'on veut être toujours du côté du plus fort? Pourquoi? Voilà, donc la question, ça rejoint, si vous voulez, cette question-là. Et ce que je pense, c'est que les médias sont un espace de médiation qui permet de parler justement de crimes, d'actes qu'on a commis dont on n'est pas forcément fier, ou si, et qui n'impliquent pas directement la personne. Parler de ces images, c'est aussi expliciter les normes en jeu, parce qu'aujourd'hui, elles sont très confuses. D'une part, les jeunes ne les connaissent pas bien, les normes de publication, la loi française sur la diffamation, la loi
Mais aussi, ce qui est surtout très incompréhensible pour les jeunes, mais moi je les comprends, c'est comment se fait-il qu'on a une loi française qui n'est absolument pas respectée sur les grandes plateformes numériques. Donc il faut expliquer que oui, il y a effectivement une carence de la souveraineté française et de la souveraineté européenne sur ces plateformes, qu'on essaye de les réguler, mais qu'en tout cas, si l'un d'entre nous se fait prendre, il reste quand même soumis à la loi française. C'est absolument invisible sur les plateformes. C'est très important, de le dire. Voilà, alors les pistes concrètes. Travailler sur le sens des images et la construction du récit. Il y a un chapitre dans l'ouvrage de Cécile Perret, notamment là-dessus. Travailler sur l'interprétation des images de violence en partant du positionnement subjectif, faire comprendre pourquoi chacun peut avoir des identifications différentes qui conduisent à des interprétations différentes. Donc il y a un chapitre aussi de Nolwenn Tremdart dans l'ouvrage. Travailler avec l'engagement du corps. Les plateformes réduisent l'être humain à la main et l'œil. C'est ce qui reste du corps sur les plateformes. Bon, donc engager tout le corps, ça permet aussi de se détacher de la puissance affective des plateformes numériques. Et vous avez notamment, moi je travaille d'un doctorant qui travaille avec du théâtre aussi, mais vous avez un article de Tamara Guénoun sur l'utilisation du théâtre pour des jeunes vulnérables. Et quand on fait du théâtre, très vite, ils vont en fait parler de leur culture commune, et c'est là où les médias, les références aux médias reviennent. Expliquer un peu le fonctionnement des plateformes, même si on ne comprend pas tout, donc ça suppose effectivement de se mettre à jour régulièrement. Donc je vous dis, il y a quand même beaucoup de ressources qui existent, notamment sur Canopé, sur EduSchool, etc. Et puis travailler aux publications des jeunes, c'est-à-dire à la fois regarder ce qu'ils font quand ils... Moi j'ai rencontré des éducateurs, j'étais étonnée, qui me disaient je ne peux pas regarder leur compte Facebook, c'est comme à la limite, je vais employer une expression qu'ils n'ont pas employée, mais ils avaient l'impression de violer leur intimité. Sauf que non, je veux dire, sauf que tout le monde, voilà, et d'abord la police peut les regarder, donc pourquoi les éducateurs n'accompagneraient pas ces publications, et puis essayer de comprendre quels sont les enjeux de la publication, en tempérant, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est plutôt de tempérer la dimension auto-culpabilisante de ces publications. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il y a une tendance chez les jeunes les plus vulnérables à dire moi j'échappe à tout, je regarde plus, je veux même plus toucher Facebook, etc. Oui, mais c'est peut-être utile d'avoir une identité numérique qui soit quand même... qui puisse quand même faire référence, qui puisse quand même rassurer la personne qui va vous prendre en stage, qui puisse... voilà. Donc, l'évitement complet n'est pas forcément... Je ne dis pas ensuite qu'il faut aller sur Facebook, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais ça peut être important d'être sur un réseau social et de le maîtriser. Et du coup, comment... Voilà, il y a tout un travail à faire, et comprendre que c'est pas si facile que ça, qu'on n'est pas nul parce qu'on ne sait pas le faire, qu'il faut faire très attention à l'orthographe, à la présentation, aux photos, mais ensuite ne pas exagérer non plus la culpabilisation, parce que je pense notamment à ce qui se passe sur les... Voilà, parce que le discours qui a été longtemps, et je crains qu'il ne soit encore celui-ci, c'est que quand les institutions se mêlent de ces questions de publication, ils ont tendance à dire « vous êtes responsable, attention ». Non, on peut être harcelé alors qu'on n'a rien fait de mal. Je veux dire, voilà, donc il y a un tel écart entre les normes de tolérance et la loi nationale et le vigilantisme qui peut sévir sur les plateformes, qu'il faut aussi conforter, particulièrement, je dirais, les jeunes filles, particulièrement aussi les jeunes qui ont des orientations homosexuelles, les conforter dans le fait que c'est eux qui ont raison et qu'on n'a pas... Voilà, c'est pas parce qu'on expose son identité publique que pour autant les autres vont avoir tous les bras sur vous. Je m'arrêterai là.